il est 9h17, on est le 30 mars 2021 et nous sommes là pour le comptoir Octo. Le comptoir Octo qui est dédié à un deuxième épisode à propos du Pass Culture, Octo et le Pass Culture. Et aujourd'hui, on va traiter du sujet d'une mission de delivery qui passe de from scratch to scale. Comment le Pass Culture est passé de quelques personnes à un gros dispositif aujourd'hui. Et avant que je vous présente les intervenants qui vont vous présenter sous forme d'un Rex ce dont on va parler aujourd'hui, je vais vous rappeler quelques petites règles pour simplifier et favoriser le confort de tous et toutes. Je vous invite à couper vos caméras et vos micros pour la durée de la session de la présentation qui va durer environ 20 minutes. L'idée est que vous êtes tout à fait les bienvenus pour vous poser vos questions dans le chat et je me chargerai de récupérer vos questions pour qu'on puisse discuter à la fin. La session dure à peu près 45 minutes, 1 heure, et on aura toute la latitude de discuter par la suite. Euh, pour vous parler aujourd'hui du Pass Culture et d'un delivery qui passe de scratch à scale, on accueille 3 intervenants d'Octo Technologies. Nicolas Fournier, qui est Delivery Manager, qui est sur le projet depuis novembre 2018. Chloé Lemarié, qui est Product Owner sur le projet depuis mai. Et Lina depuis novembre 2019. Et toutes les trois vont vous parler du Pass Culture. Nicolas, je te laisse démarrer et c'est parti. N'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par un petit rappel rapide de qu'est-ce que le Pass Culture. Le Pass Culture est un dispositif du ministère de la Culture qui vise à aider les jeunes à renforcer, à diversifier leurs pratiques culturelles. Donc, ça se présente sous la forme de 2 produits. Une application mobile pour les jeunes qui leur permettent de consulter les offres géolocalisées, de les réserver, et un portail pro, une interface web pour les acteurs culturels qui leur permettent de créer des offres, de suivre leur stock, de suivre leurs réservations et toute la partie comptabilité et remboursement. Je vous invite à regarder le comptoir que nous avons fait la semaine dernière si vous voulez beaucoup plus d'informations sur la genèse du Pass Culture, et le pourquoi, les tenants et les aboutissants. Donc, le Pass Culture a une histoire qui commence en fait avec l'élection d'Emmanuel Macron, car le Pass Culture est une de ses promesses de campagne. Il a vécu plusieurs phases durant lesquelles l'équipe a grossi. Donc, nous allons détailler ces différentes phases, des démarrages du PASS en tant que startup d'État, en passant ensuite par des systèmes Component Team, Feature Team et aujourd'hui Streamline Team. Donc, je vais vous parler de la première phase du Pass Culture, de janvier à novembre 2018. Donc, il y a un besoin qui est très rapide en fait au niveau du ministère, c'est de pouvoir expérimenter pour vérifier qu'en fait l'application mobile est quelque chose qui correspond bien aux besoins. Donc, le ministère s'est basé en fait sur le système des startups d'État de la DINUM. Donc, nous avons démarré en tant que startup d'État pour pouvoir expérimenter très rapidement avec une petite équipe de développement, 2 personnes, 2 développeurs, un designer et un chef de produit qui faisait le lien avec le ministère de la Culture. Donc, c'était un fonctionnement très simple avec une équipe auto-organisée, très peu d'outillage pour pouvoir aller rapidement, pour pouvoir expérimenter le plus possible. Donc, on se servait d'issue GitHub à cette époque-là pour lister les différentes tâches. Une méthodologie, c'est un projet agile, donc très, très dans l'expérimentation, mais qui avec une méthodologie très minimale à ce moment-là, peu ou pas de rituel, avec comme avantage un démarrage très rapide pour pouvoir tester les hypothèses, les analyser au plus vite et co-construire avec les utilisateurs, parce que c'est vraiment quelque chose qui était très central pour le PASS, la co-construction avec les utilisateurs pour être sûr que l'application corresponde à des besoins. L'équipe ressemblait à peu près à ça, donc petite équipe, un petit noyau qui fonctionnait très bien en autonomie. Avec le temps, une fois les premières hypothèses validées, le PASS a senti le besoin de commencer à grossir, donc l'équipe s'est renforcée petit à petit. Et on est arrivé à une équipe d'environ 6-7 développeurs qui commençaient à avoir quelques problèmes d'organisation, des problèmes de communication. La liste d'issues GitHub commençait à être extrêmement conséquente, n'était pas forcément bien triée, pas forcément bien organisée. Et après une validation d'un premier POC avec 10 000 utilisateurs tests, on avait en cible l'ouverture à 5 départements. Donc la première grosse mise en production en février 2019. Et donc c'est à ce moment-là que le PASS a décidé de faire venir un PO sur le projet. Donc c'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'équipe.
Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est un peu plus de structuration, donc mis en place des itérations pour pouvoir cadencer le développement, mis en place de plusieurs rituels comme les démonstrations produits pour avoir une meilleure communication au sein de l'équipe du PASS qui commençait à s'étendre un petit peu, mise en place d'un backlog priorisé et commencer à mettre en place les premiers jalons avec la première MEP qui arrivait et donc commencer à construire une roadmap. L'avantage, c'est d'avoir une équipe qui commençait à s'organiser de façon un peu plus efficace par rapport à sa taille qui commençait à croître et avoir une meilleure communication, que ce soit au sein de l'équipe dev, mais aussi avec les différents intervenants qui sont autour, car l'équipe commençait à ressembler à peu près à ça. Donc, un petit noyau technique, on commençait à avoir 6-7 BizDev avec lesquels nous travaillons sur le développement des territoires. Le chef de produit, on commence à avoir plus d'interactions aussi avec le ministère. Donc, on a besoin de plus de structure. Et je vais laisser la parole à Chloé. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler de notre phase 2, la mise en place des component teams, ce qu'on a fait en juin 2019. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, à ce moment-là, en fait, notre équipe de développeurs avait continué à croître assez régulièrement pour atteindre une dizaine de personnes. Il y avait toujours un seul product owner et on avait un périmètre fonctionnel qui commençait à croître parce qu'on était actuellement ouvert dans 5 départements et on allait élargir progressivement à 14. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait un peu du mal à prendre de l'avance sur le backlog, à prendre le temps d'écrire les tickets, de les rédiger et de les prioriser, parce qu'avec un seul PO pour 10 développeurs, il y avait un goulot d'étranglement. Donc, l'élément déclencheur, en fait, a été de recruter un second PO, qui est du coup moi, pour arriver sur le projet et avoir 2 personnes. C'est posé alors la question de comment on se sépare pour être efficace, pour être autonome et pour avoir 2 équipes. On a donc pris la décision de faire des component teams. Une component team, c'est une équipe qui est responsable d'un composant précis dans la création du produit. Donc, ça peut être découpé par une logique technologique, par canal ou par couche applicative. Et nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est que assez naturellement, on s'est scindé en 2 en ayant une équipe app mobile et une équipe espace pro. Du coup, c'était assez simple car l'équipe app mobile s'occupait des utilisateurs jeunes de 18 ans et l'équipe espace pro s'occupait du coup comme produit du portail pour les acteurs culturels et avait comme utilisateur ces acteurs-là. On a décidé du coup d'avoir un stand-up le matin par équipe, ce qui nous a permis vraiment de se concentrer sur les tâches en cours, sur le delivery, sur nos dates de livraison. Et par contre, on a conservé nos autres rituels de façon commune aux 2 équipes. Donc, nos rétrospectives ont toujours été faites tous ensemble. Et la démo produit, idem, il y en avait une seule qui était partagée pour tous. Les avantages qu'on a vus à cette organisation, c'est que finalement, le découpage s'est fait très naturellement. Les périmètres étaient assez clairs. En fait, chaque PO avait la possibilité de gérer de façon totalement autonome son backlog, donc dans lequel il y avait à la fois des user stories, des bugs, des tâches tech. Les périmètres étaient très clairs, donc à la fois d'un point de vue produit, mais également d'un point de vue développeur, parce que finalement, ça leur a permis de se concentrer sur un composant précis du produit, de renforcer leur expertise dessus et d'être eux-mêmes beaucoup plus autonomes, notamment lorsqu'il y avait des tâches de backlog tech à prioriser pour pouvoir vraiment être efficace dessus. Pour vous montrer à quoi cette organisation ressemblait, ça donnait à peu près ça. Donc, on avait, comme vous le voyez, 2 équipes, une équipe app native avec un PO, 5-6 développeurs, une équipe pro, idem, un PO, 5-6 développeurs, et en transverse, un rôle de UX UI et un rôle d'Ops, et toujours un peu au-dessus de ce cercle de développement, un chef de produit, un delivery manager, et un peu plus loin des business développeurs. Et suite à cette phase, nous sommes passés à la phase 3 que je vais laisser Lina vous expliquer. Bonjour à tous. Donc en février 2020, on s'est réorganisé en feature team. Donc les feature teams, c'est quoi? C'est des équipes qui sont responsables d'une macro-fonctionnalité. Donc on est passé d'équipes responsables d'un produit à des équipes qui soient responsables d'une macro-fonctionnalité de bout en bout. Ce qui a déclenché cette réorganisation, c'est d'une part l'équipe de dev qui grossissait de plus en plus pour passer à 15 développeurs. On voyait qu'on attendait déjà les limites d'un nombre dev par équipe, parce qu'on avait en moyenne entre 7 et 6 développeurs pour les 2 produits App Native et Espace Pro. On s'est rendu compte également que ce découpage en App Native et Portail Pro, bien qu'il soit efficace, a généré en fait des spécialisations au sein des développeurs qui du coup se parlaient de moins en moins et avaient du mal à traiter de sujets transverses. On avait également des difficultés à prioriser des sujets de bout en bout parce qu'on entamait plusieurs chantiers au sein d'un même produit
on avait du mal à chaque fois à aller jusqu'au bout. Il fallait à chaque fois déprioriser certains sujets. Et à ce moment-là, comme l'a dit Chloé, on était ouvert à 14 départements. On connaissait donc un flux de demandes de support croissant, étant donné que notre nombre d'utilisateurs n'arrêtait pas de croître et qu'on faisait face à des difficultés à traiter nos demandes de support. Donc, le fonctionnement de nos feature teams, on les a appelés des squads. C'est quoi une squad? C'est un PO, un porteur technique, un UX/UI si besoin, et une équipe dev entre 2 et 4 développeurs max, en comptant porteur technique, qui va être organisée autour d'un sujet fonctionnel ou technique. Donc un sujet fonctionnel comme par exemple la fonctionnalité de recherche pour l'app native, ou un sujet un peu plus technique comme par exemple améliorer nos process de déploiement. Donc c'est une équipe qui a une durée limitée dans le temps. Donc à chaque fois, il va y avoir une squad qui va naître, qui va durer entre 6 et 10 semaines, par exemple. Après ça, il va y avoir une autre squad qui va remplacer cette squad-là. Donc à ce moment-là, on essaye de faire en sorte que les développeurs puissent choisir dans la mesure du possible les sujets sur lesquels ils peuvent travailler, en prenant en compte toujours la roadmap et les disponibilités de chacun. En termes de rituel, on est revenu à un stand-up commun cette fois pour garder une vision d'ensemble. La démo était toujours commune. Et pour les rétrospectives, on est parti sur un format alterné. On avait une rétrospective plutôt par squad, donc pour donner l'occasion à une équipe de se concentrer sur son fonctionnement propre à elle. Et une rétrospective avec d'autres personnes, d'autres squads, pour cette fois plus essayer d'identifier des axes d'amélioration plus globaux, donc au niveau projet. On a également imaginé un nouveau rôle au sein des développeurs qu'on a appelé les dev shérifs, que je vais vous détailler juste après. En termes d'avantages, en fait, on s'est rendu compte qu'avec cette nouvelle organisation, on était plus efficace pour livrer de nouvelles fonctionnalités. Ça nous a permis de traiter des sujets en profondeur parce qu'en fait, on avait une équipe qui était à 100% dédiée à son sujet. Et c'était l'occasion de traiter vraiment à la fois le fonctionnel mais aussi le technique. Et on s'est beaucoup amélioré sur la priorisation des chantiers à venir. Avant, on était en component team, donc comme vous le disiez, Chloé, App Native et Espace Pro. Si jamais on voulait prioriser des sujets que App Native, par exemple, on était vite limité, étant donné qu'on avait un nombre maximum de développeurs sur cette équipe-là. Désormais, si on voulait prioriser la web app par rapport au portail pro, par exemple, on avait l'occasion de le faire, étant donné qu'on était désormais organisé en feature team et non pas en component team. Je vais à présent vous détailler le rôle de shérif. Donc, ce rôle-là a été imaginé pour permettre aux squads de rester à 100% focus sur leur travail et leur sujet. Donc, on a créé une équipe qui est dédiée aux problématiques de gestion de la production et des demandes transverses. Comment ça fonctionne? Donc, c'est une équipe qui est tournante au niveau des développeurs. Donc, chaque semaine, il va y avoir, on avait commencé par 2 à l'époque, donc 2 développeurs qui vont quitter leur squad respective, des squads différentes, pour rejoindre l'équipe de shérif. Et pendant une semaine, ils vont être responsables de surveiller l'activité de production, d'assurer une réactivité face aux demandes urgentes de support et réaliser toutes les tâches qui ne rentrent pas dans le cadre d'une squad en cours. Donc, ça peut être des petites évolutions fonctionnelles, des corrections de bugs, des tâches techniques, etc. Donc, ils ont un backlog dédié qui est géré par un PO dédié. Donc, en fait, c'est le même fonctionnement d'une squad, c'est juste que les développeurs sont tournants. Les avantages qu'on y voyait, c'est qu'on a beaucoup gagné en autonomie. Donc aujourd'hui, tous les développeurs au sein du Pass Culture savent faire une mise en production, par exemple. Ils sont autonomes là-dessus. On avait un produit qui était plus maîtrisé parce qu'en fait, on était plus focus sur ces squads. Donc pendant une semaine, on rejoignait cette squad shérif qui nous permettait en fait de voir différentes facettes du produit et d'intervenir sur tous les composants de produit. D'avoir des pratiques communes de dev. Pourquoi? Parce qu'on ne travaillait plus uniquement avec les personnes de sa squad, on sortait pendant une semaine de sa squad pour être au contact de développeurs d'autres squads. Donc, ce qui a beaucoup encouragé le fait d'avoir des pratiques communes. On a également gagné en réactivité.
on avait une équipe dédiée à tout ce qui était problème de déploiement, bug urgent, demande super urgente. Donc, en fait, ça nous a permis d'assurer une réactivité. Et enfin, on s'est rendu compte que notre documentation était très enrichie, parce qu'à chaque fois qu'un shérif faisait face à une nouvelle problématique, il prenait la peine de la documenter pour faciliter la vie au prochain shérif. L'idée était d'optimiser au maximum les traitements. On y a rencontré quelques limites. Déjà, d'un point de vue dev, ça nécessite de se libérer pendant une semaine de toutes les contraintes liées à sa squad. Donc, si jamais on a du travail en cours sur sa squad, il faut trouver quelqu'un qui soit dispo sur sa squad pour reprendre ses sujets en cours. Et de la même manière, quand on termine sa semaine shérif, donc quand on est ce qu'on appelle un shérif sortant, il faut assurer une passation avec les shérifs entrants sur les sujets en cours pour que les sujets puissent avancer. Donc ça, c'est d'un point de vue dev. D'un point de vue PO, ça peut être assez chronophage pour le PO de centraliser les demandes qui peuvent venir de différentes sources au final, donc que ce soit de l'équipe support, de l'équipe data pour de petites optimisations, et vraiment de toutes les équipes, en fait, de partout. Pour illustrer un peu l'organisation, donc on est passé de component à des feature teams, donc des équipes plus petites, comme je vous disais, entre 2 et 4 développeurs. On oscillait entre 4 et 5 squads au total pour 2 PO, donc c'était Chloé et moi. Donc on avait chacune entre 2 et 3 squads. Dans chaque squad, on avait donc un PO dédié, un UX UI, si c'était un sujet plutôt fonctionnel, et 2 à 4 développeurs avec au sein des développeurs quelqu'un qui joue le rôle de porteur technique. Ensuite, dans l'équipe shérif, c'était une squad comme les autres, c'est juste que les développeurs étaient tournants, où vous voyez ici par exemple cet exemple-là, où on a donc un développeur de la squad 1 et 2 cette semaine-là, et donc la semaine d'après, ça sera la squad 3 et 4, et la semaine encore d'après, ça sera encore 1 et 2, mais pas les mêmes développeurs. Donc de manière à ce que chaque développeur passe exactement le même nombre de fois en shérif que les autres. Donc voilà pour la composition de l'équipe, et je vais laisser Chloé prendre la main pour la suite. Merci Lina. Alors, je vais en effet vous parler des Stream Align Teams qu'on a mis en place depuis septembre 2020. Donc, avant de vous expliquer ce que c'est, je vais déjà vous expliquer pourquoi on a décidé de changer d'organisation et donc d'arrêter nos feature teams. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, le Pass Culture a continué à grandir et s'est doté d'objectifs toujours un peu plus ambitieux, donc notamment de généraliser et d'ouvrir tous les départements en France, sachant que pour information, on a environ 800 000 jeunes qui ont 18 ans tous les ans. Et du coup, en fait, le Pass Culture est passé du statut de start-up d'État à SAS soumise au marché public. Donc, il y a eu un appel d'offres assez conséquent du Pass Culture avec une séparation en 3 lots pour en fait passer à l'échelle et qu'il y ait une force de frappe beaucoup plus grande. Donc, il y avait un lot 1 qui était pour le développement technique avec 3 attributaires, donc qui sont Octo, OnePoint et Théodo. Non, Polyconseil et Théodo, pardon. Un lot 2 pour le pilotage de la mission avec un unique attributaire qui est Octo, et un lot 3 pour toutes les problématiques de data, où il y a là 2 attributaires, Sicara et OnePoint. Donc en fait, on est passé du Pass Culture avec uniquement Octo à 5 attributaires qui peuvent avoir des valeurs ou des pratiques parfois assez divergentes. Et surtout, notre équipe de développement a fait x2, vu qu'on avait auparavant une quinzaine de développeurs et qu'on est maintenant passé à plus de 30 personnes. Donc, en fait, c'est cet élément-là qui nous a poussé à nous réorganiser parce que nos équipes doublaient. Même les PO, on est passé de 6 PO à 6 PO et les UX étaient 2 et sont maintenant 5. Donc, on était obligé de réfléchir à une organisation un peu à l'échelle. Et on s'est du coup penché sur les Stream Align Teams. Donc, ce sont des équipes qui sont alignées avec les priorités actuelles du produit et qui bénéficient de compétences cross-fonctionnelles pour pouvoir livrer des incréments de valeur de façon autonome. Donc, on peut les orienter autour d'un produit ou autour d'un parcours utilisateur. Pour vous montrer un peu concrètement ce que ça donne pour nous, je vais directement passer au schéma pour vous expliquer un peu du coup nos Stream Align Teams. Donc, comme vous le voyez, en transverse, on a toujours les autres équipes du Pass Culture, donc qui sont les BizDev, la com, le produit. Nous, on est toujours chapeauté par un Delivery Manager, Product Manager. Et en dessous, on a plusieurs streams. Donc, les premiers streams, sans surprise, sont App Native et Portail Pro, sauf qu'en fait, à l'intérieur d'un stream, on peut avoir plusieurs squads. Donc, par exemple, nous, à l'heure actuelle, sur le stream App Native, on a 3 squads. Une squad qui s'occupe de la recherche, une autre des favoris et une autre du parcours de réservation.
On a 2 squads au sein du portail pro. Donc, le portail pro, c'est toujours pour nos acteurs culturels, pour améliorer leur plateforme. On a un stream data qui s'est constitué avec 2 squads. Une squad pour créer un algorithme de recommandation pour le pass culture et une squad qui s'occupe des besoins data un peu plus transverses. Avec ce passage à l'échelle, on a également remarqué que finalement, on avait aussi beaucoup de besoins internes qui commençaient à émerger, que ce soit de la part des équipes support, des data analystes ou de la com, et qu'en fait, notre back-office un peu fait maison ne suffisait pas nécessairement. Donc pareil, il y a un stream avec une petite squad pour répondre à ces besoins-là et essayer d'améliorer notre outillage interne. Et enfin, on a un stream Ops avec 2 squads à l'intérieur. On a conservé le rôle de shérif, sauf que maintenant, au lieu d'avoir 2 shérifs, on en a 5, donc un par stream. Et on a toujours nos UX UI qui sont également un peu en transverse et qui peuvent contribuer à chaque stream. Donc, pour revenir au fonctionnement, ça correspond à peu près à ce que je vous ai expliqué. Et en termes de rituel, on a maintenant nos stand-up le matin qui se font par stream. Donc, tous les matins, en même temps, on a un daily app native, pro, data, interne, ops. Quant aux rétros, on ne les fait plus tous ensemble. Pour le coup, on alterne entre des rétros par squad, donc en très petite équipe, vu que c'est toujours 3-4 développeurs, un PO, ou des rétros par stream, donc pour pouvoir parler de problématiques un peu plus larges liées à son stream. La démo, on continue à la faire pour tout le pass culture au même moment. Juste chaque équipe présente à tour de rôle les développements de son itération. On a également créé plusieurs points de suivi un peu transverses, notamment un point hebdomadaire de synchro des squads pour toutes les semaines se faire un petit rappel sur ce qui a été fait, ce qui a été réalisé, ce qui est à venir. On tente différentes choses pour ce point. Au début, c'était un point d'une demi-heure tous ensemble. On l'a tenté en asynchrone par écrit. On est en train de réfléchir un peu à la façon de l'améliorer. On a également un point de coordination toutes les semaines, un point roadmap entre PO et UX pour s'assurer que ce qui sera livré le sera fait au bon moment et qu'on n'a pas de retard planning. Et comme en tant que PO, on a également grossi, on est passé de 2 à 6 personnes. Donc en fait, on a triplé. On est devenu une équipe dans l'équipe et on a également nos propres rituels avec un Kanban, des tâches d'amélioration et un point toutes les semaines justement pour se poser la question de nos méthodos, comment aligner, comment mieux communiquer. Les avantages qu'on voit à cette organisation, c'est que les équipes en fait, ont réussi à être autonomes. Donc, malgré le fait qu'on ait plus d'une trentaine de développeurs, finalement, chacun a quand même son périmètre, la possibilité de livrer et on a une force de frappe qui est bien plus conséquente. Donc, c'est un passage à l'échelle assez réussi. Et les défis, par contre, qui nous restent à relever, c'est la fluidité de la communication. Parce qu'en effet, ce n'est pas pareil de parler à 15 personnes qu'à quasiment 50. On peut vite être un petit peu submergé par le flux de notifications, de mails, etc. Donc, il faut finalement essayer de rationaliser pour avoir accès aux bonnes informations qui nous permettent de continuer, tout en n'étant pas forcément assailli par tout ça. Et un nouveau problème également qui a émergé, c'est la gestion des dépendances entre streams, car comme les streams travaillent énormément de façon assez autonome et entre eux, on se rend compte que parfois une problématique data peut impacter le stream app native et on tâtonne encore sur comment s'améliorer pour détecter ces dépendances en amont et les gérer au mieux. Voilà pour les Streamline Team et si c'est bon pour vous, on va passer au takeaway avec Lina. Donc, en résumé, les différentes organisations qu'on a connues, c'est d'abord la mise en place d'un projet parce qu'on avait besoin de valider rapidement une hypothèse. Dès que l'équipe a commencé à grossir un peu en termes de nombre de développeurs, on s'est rendu compte que un PO, ça ne suffisait plus pour alimenter toutes ces personnes-là et on s'est réorganisé en compagnon team. Donc, une équipe app native et une équipe portail pro avec chacune un PO dédié. Suite à cette organisation, on s'est rendu compte qu'au final, c'était problématique pour gérer les sujets transverses et qu'on avait de plus en plus des équipes spécialisées, ce qu'on voulait éviter. Ce pourquoi on s'est réorganisé en feature team, donc des équipes qui soient organisées autour d'une fonctionnalité et qui soient limitées dans le temps. Et ensuite, depuis septembre, on est réorganisé en Stream Aligned Team, donc des squads au sein de grands streams produits pour répondre aux objectifs du Pass Culture de Scale. Et on commence déjà à réfléchir soit à notre prochaine organisation, soit à voir comment on peut améliorer notre organisation actuelle.
Donc, ce qu'on vous a présenté là, c'est les modèles que nous, on a connus au sein du Pass Culture. On espère que ça puisse être une source d'inspiration pour vous. Si on a quelques conseils à vous donner, ça serait de vous informer sur ce qui existe ailleurs en termes d'organisation, d'être conscient que ce qui a fonctionné pour nous ou ce qui fonctionne ailleurs ne fonctionnera pas forcément pour vous sans avoir adapté l'organisation à votre contexte. Nous, on vous conseille vraiment de tester des choses, de bien s'approprier un modèle et d'adapter si besoin. Nous, par exemple, pour les shérifs, on avait testé plusieurs choses avant d'arriver à quelque chose qui nous satisfaisait. On avait commencé par des roulements du lundi au vendredi pour certains et d'autres sur le rythme de nos itérations. On s'est rendu compte que ce n'était pas très efficace et au final, on a tout basculé sur nos rythmes des itérations. Donc, le fait de tester des choses, ça nous a permis de mieux les adapter et réajuster après. Et comme vous l'avez vu, on a connu au final plusieurs réorganisations au fil du temps. Il faut savoir qu'une organisation, ce n'est pas figé longtemps, qu'il faut tout le temps être dans une démarche d'adaptation en se demandant au bout de quelques mois si on est toujours dans la bonne configuration et se poser la question de est-ce qu'au final il n'est pas le temps de changer. J'ai dit quelques mois parce que faut laisser le temps de bien tester l'organisation avant de changer, sachant que vous le savez déjà, une organisation, ça peut être coûteux pour ces équipes. Donc l'idée, ce n'est pas de changer tous les mois, par exemple. Donc, si on devait finir avec une seule phrase, ça serait qu'il n'y a pas d'organisation parfaite, que celle-ci doit évoluer avec son équipe et ses équipes, en les intégrant bien sûr dans les réflexions, qu'elle ne doit pas être figée longtemps. Et en fait, tout l'enjeu, c'est d'arriver à tirer une organisation qui soit sur mesure pour votre boîte. Et du coup, ça met fin à la présentation. Du coup, là, on rentre dans la phase. Déjà, merci à tous les trois. Et là, on va rentrer dans la phase où on va pouvoir répondre à vos questions qui sont assez nombreuses. Donc, merci pour ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez carrément allumer vos caméras et vos micros au moment de poser des questions. Je sais que Anne, tu as été la première à poser une question autour de de se réarchitecturer. Je vais y arriver. Est-ce que tu veux allumer ton micro et nous poser la question et peut-être la préciser si elle a évolué depuis? Oui, sinon. Oui, bonjour. Bonjour. Je me suis. Enfin, ma question, c'est par rapport au fait que pour vraiment être indépendante, les feature teams devaient agir sur des codes sources différents finalement. Et donc, je me suis demandé si vous aviez dû modulariser ou changer, refactorer votre code pour pouvoir avoir des vrais feature teams. Alors, je peux prendre sur la partie code source, je peux y répondre parce que en fait, je me suis pas présenté, mais je fais partie de l'équipe aussi en tant que le lead delivery, on va dire, sur la partie technique vraiment. Du coup, non, on n'a pas touché à au code source ou à la structure. Globalement, on traite tout l'ensemble de la plateforme comme un seul code source, avec des subtilités d'organisation, mais globalement, on a une seule plateforme. D'où l'objectif d'essayer de définir plutôt des périmètres fonctionnels dans le code plutôt que faire une séparation physique, on va dire. Donc globalement, il n'y a pas eu trop de soucis sur la synchro, sur des conflits de code, etc. Le code était relativement orienté autour de ce que faisait le produit. Donc du coup, en organisant l'équipe pour se matcher les besoins produits, le code en fait allait avec. Donc globalement, il n'y a pas eu trop de conflits sur ce sujet-là en termes de technicité, il n'y a pas trop de sujets. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à ta question. Oui, merci. Et c'est toujours un sujet, hein, c'est toujours un sujet qu'on suit. Michael, tu avais une question ensuite sur les membres d'une squad. Je ne te vois pas, je ne sais pas si ton micro est allumé. Oui, je te vois. bonjour, c'est Mickaël. Alors, mes questions ont un peu trouvé réponse au fur et à mesure de la présentation. J'avais une question, ça aurait été, vous avez des profils dev et PO dans les équipes, on parle un peu du X, vous ne parlez pas des testeurs. Comment vous testez les différentes fonctionnalités dans vos équipes? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de profil QA au sein de nos équipes pour le moment et c'est nos équipes PO qui font la recette au fil de l'eau au quotidien. C'était aussi nous, PO, qui faisions la recette de non-régression toutes les semaines en pré-production avant la mise en prod. Et depuis quelques mois maintenant, je dirais depuis le mois de septembre, on a une personne qui est chargée de la recette globale toutes les semaines.
et on pense à recruter des profils QA à intégrer au sein de nos équipes. Ok, merci. Et du coup, les UX Pass font aussi effectivement toute une phase de test utilisateur, etc. Donc tous les autres tests moins techniques et moins au quotidien, mais il y a beaucoup de sessions de tests utilisateurs. On en fait beaucoup. C'est aussi pour ça que la direction produit est très très drivée par les retours. Et côté technique, parce que c'était un des aspects de la question, on a une approche plutôt TDD depuis, en tout cas, l'origine du projet qui a un peu évolué, mais du coup, il y a quand même une grosse base de tests aussi dans le code qui sous-tend le développement, parce qu'effectivement, comme on est nombreux, le fait d'avoir des tests automatisés, c'est un gros plus pour limiter les régressions qui arrivent de temps en temps, mais quand même sont en partie sécurisées par ça. Et il y avait une question aussi, du coup, Michael, je l'enchaîne parce que c'était aussi une de tes questions. Est-ce que les membres d'une squad sont fixes ou est-ce qu'ils évoluent? Et c'est toujours vrai pour les feature teams aujourd'hui. Peut-être, Chloé, si tu veux répondre à cette question. Au Est-ce début, que en fait, ouais, après chaque fin de squad, donc par exemple, si on prend l'hypothèse de ils font la recherche sur l'app native, une fois que la squad finissait, ils avaient l'opportunité de rejoindre celle qui allait commencer naturellement juste après, mais également de rejoindre une autre. Donc, on gérait un peu des mercatos à chaque fin de squad pour se réorganiser. Ça plaisait énormément aux développeurs parce que ça permet vraiment de toucher à tout, d'être sur une squad pro, puis une squad app native. Maintenant qu'on est passé à l'échelle et qu'on a des streams, on est un peu moins souple parce qu'on ne peut pas gérer des mercatos quasiment toutes les semaines à plein. Donc, pour le coup, là, les gens se sont un peu plus spécialisés et restent dans une squad qui, naturellement, va passer à une autre. Mais on réentend un peu ces problématiques de changement. Donc, je pense qu'on va essayer de les intégrer, même si ça sera probablement un peu moins souple qu'avant, vu qu'on est plus. Et je rajoutais un truc aussi qui était que l'enjeu d'avoir des équipes un peu mouvantes, surtout au début, c'était aussi de susciter l'envie de n'importe quel développeur de devenir porteur de squad ou porteur de sujet, quel que soit son niveau d'expérience ou d'ancienneté. Comme ça, les gens s'approprient le produit, s'approprient l'idée de partager et du coup, ça crée une sorte d'émulation d'une vraie team globalement autour des sujets, même vos sujets de découpage technique, au sujet des sujets fonctionnels, etc. La question des sujets transverses à plusieurs feature teams, Nicolas, par exemple, est-ce que tu veux répondre à cette question qui était comment on coordonne des sujets qui sont un peu transverses? Aujourd'hui, on a plus la problématique qu'avant, mais globalement, pour coordonner les sujets transverses, on n'a pas parlé, mais nous avions un rituel régulier qu'on appelait la revue du backlog tech, qui permettait à des membres des différentes feature teams d'échanger en fait sur les problématiques transverses techniques qui ne sont pas forcément liées à un contexte fonctionnel qui est en cours. Ça permettait d'identifier les différentes problématiques, de les cadrer, de les prioriser, et ensuite, en collaboration entre les devs en question et les PO, on impactait la roadmap et le backlog pour pouvoir intégrer ces chantiers transverses au sein en fait, du déroulé des différents chantiers. Et c'est aussi ça qui a fait émerger la notion de squad shérif, parce que du coup, il y avait des sujets qui étaient trop courts pour être traités sur du long terme. Et c'est aussi comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des sujets qui méritaient de l'outillage pour les utilisateurs internes, notamment ce stream interne dont on a parlé tout à l'heure. Il y a des sujets qu'on pourrait qualifier de transverses, qui ne sont pas forcément des sujets qui rentraient dans nos catégories, et du coup, effectivement, il fallait en faire quelque chose parce que c'était un besoin nécessaire. Donc il y a aussi, on a pris en compte ces besoins-là au fur et à mesure que l'équipe grandissait. Il y avait une question de Frédéric. Est-ce que tu veux nous poser ta question sur le schéma et le rôle de chef produit qui est un peu en dehors de l'équipe sur les schémas? Oui, bonjour à tous. Ma question c'est la même que celle qui était écrite, hein. C'est que j'ai remarqué sur le schéma, le chef de produit, donc j'imagine c'est product manager, il est en dehors du grand cercle qui représente l'équipe. Donc, du coup, je voulais savoir pourquoi. Et le temps que j'y suis, je voulais aussi savoir qui faisait la delivery. Est-ce que c'était, la discovery, pardon. Est-ce que c'était ce product manager ou est-ce que c'était les différents PO? Donc, c'est deux questions. Alors, je vais pouvoir répondre à ça. En fait, on a vraiment focusé cette présentation sur les équipes techniques avec les PO et on ne s'est pas trop occupé de cette position, mais quand j'ai lu la question, je suis tout à fait d'accord. En fait, le chef de produit et delivery manager sont dans l'équipe, donc aurait dû être dans le cercle. Comme on n'a pas parlé en fait, durant la présentation, ça ne nous avait pas sauté aux yeux pendant la répétition, mais en effet, ils sont parfaitement dans l'équipe, donc ils sont au quotidien avec les équipes, ils sont d'ailleurs sur les mêmes plateaux techniques. Ils étaient, tant que c'était encore possible, sur le même plateau physique que le reste de l'équipe.
Et pour ce qui est de la discovery, c'est un gros sujet actuellement, mais la discovery était en grande partie faite notamment par les UX UI en collaboration avec le chef de produit / product manager sur la définition de la stratégie et des axes sur lesquels il fallait creuser. Mais au quotidien, sur la discovery, on va dire la discovery tactique, c'est-à-dire la discovery au quotidien pour aller expérimenter, pour aller tester nos hypothèses, nos maquettes, nos wireframes avec des utilisateurs, c'était géré par les UX UI. Et j'en profite pour faire un peu de pub pour le blog du Pass Culture qui écrit beaucoup de choses sur le produit, sur tout ce qu'ils apprennent au fur et à mesure, qui est très riche. Je crois que sur le blog Octo, on a quelques articles, je ne veux pas m'avancer, mais il me semble qu'on a essayé d'écrire quelque chose. Mais le Pass Culture communique beaucoup aussi dans cette idée d'un service public, donc du coup de partager ses apprentissages. Donc je vous invite à aller le lire, ça leur fera plaisir et vous trouverez sûrement des informations assez intéressantes là-dessus. Merci. Alors, je retrouve mon fil de questions. Donc, qui s'occupe du faire de la Discovery? On vient de poser cette question. Et j'ai une question qui était en dessous. On a un petit peu répondu à cette question, mais on va quand même peut-être la préciser. C'est comment, globalement, les streams communiquent et collaborent entre eux. Lina ou Chloé, est-ce que vous voulez répondre à ça? Aujourd'hui, en fait, on a un point de synchro des squads qu'on faisait au début en présentiel, où chaque équipe exposait un peu ce qu'elle faisait pour le montrer aux autres. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'interaction, donc on est passé à un point asynchrone où chacun rentre de son côté et s'engage à le lire. Ça ne fonctionne pas encore totalement, donc on va remettre des points, mais aujourd'hui, c'est assez opportuniste. Souvent, en fait, c'est un message sur un channel Slack de j'aimerais faire telle chose, quel est l'impact? Et en fait, les gens réagissent beaucoup entre eux. Il peut facilement y avoir 20 à 30 commentaires sous la question, des votes, des sondages. Mais justement, ce n'est pas hyper structuré, donc ça fonctionne. Ça nous permet de voir des choses et derrière de créer des points ad hoc. Mais on n'a pas forcément le bon rituel pour détecter et mettre à plat toutes les dépendances. Et je vais rajouter... différents rituels pour que les équipes puissent échanger entre eux interstream. Il y a des points sur comment on appelle ça, sur les conventions de codage pour que l'équipe puisse s'accorder sur la façon de travailler ensemble. Il y a des sessions de mob programming autour de différents sujets qui peuvent être transverses aussi à différents streams qui sont organisés, qui sont basés sur le volontariat. Nous avons aussi un point rituel très global qu'on appelle le stand-up, qui est issu, en fait, on a repris quelque chose qui venait de bêta. Tous les mardis après-midi, en fait, la totalité de la boîte se réunit et il y a un représentant de chaque groupe, on va dire les BizDev, la direction, les développeurs, les PO, les UX UI, qui parlent de l'actualité, de qu'est-ce qui a été réalisé depuis la semaine dernière, quelles sont les tendances du moment et qu'est-ce qui va arriver. Ce qui permet à tout le monde d'avoir des informations en transverse sur ce qui se passe dans l'équipe. Et bien sûr, c'est fait aussi par les développeurs, pas par un membre de l'équipe technique. Et je rajoute un dernier apprentissage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait aussi le switch vers une communication très synchrone par des outils tels que Slack à une période du projet. Et aujourd'hui, on se rend compte que sur certaines communications, le mail, sur des formes d'information, qui n'est pas du coup vraiment quelque chose d'informatif, on commence à en refaire un peu plus pour du coup avoir un truc qui est un peu condensé, qui est lisible, mais qui n'est pas en urgence. Et du coup, on essaye d'ajuster aussi nos façons de communiquer. On peut enchaîner peut-être du coup sur la question autour de la démo. C'est vrai qu'on était au début sur une démo à quelques personnes, c'était plutôt facile. Maintenant qu'aujourd'hui 75 personnes se connectent à la démo, comment on fait pour collecter des feedbacks? Lina, par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on arrive à récolter des feedbacks? Moi, je trouve que oui, parce qu'en fait, à notre démo, il y a tous les chargés de développement qui sont présents quand ils le peuvent, quand ils ne sont pas en call avec des utilisateurs. Il y a également l'équipe support. Donc, en fait, on a des personnes qui sont au contact quotidiennement avec nos utilisateurs, que ce soit les jeunes de 18 ans ou les acteurs culturels. Donc, l'avantage de la démo, c'est qu'on présente avant la mise en production ce sur quoi on a travaillé. Alors, ce n'est pas en mode surprise, hein, bien évidemment, que pendant les cadrages et avant de démarrer un sujet, on présente ce sur quoi on va travailler. Mais toutes les semaines, on présente l'état d'avancement. Et si jamais on a des retours qui nous disent que ça ne va pas ou que telle chose est à améliorer, on a une marge donc, entre la démo qui est faite le jeudi et la mise en prod du lundi, une marge pour se donner le temps de corriger si besoin. Donc, c'est vrai qu'on a des feedbacks utilisateurs grâce à cette démo-là.
Et comme l'a dit Adrien en chat, on est sur des mises en production toutes les semaines au sein du Pass Culture. Donc, on met en production régulièrement, ce qui fait qu'on a également régulièrement du feedback de nos utilisateurs. Donc, ce feedback-là, il peut se faire via le support, via des mails spontanés. Ça peut être également pendant les cadrages des tests utilisateurs qu'on fait. Enfin, on est très proche de nos utilisateurs, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et comme l'a dit Adrien, on en parle beaucoup sur le médium du Pass Culture. Donc, si vous voulez découvrir nos méthodes, je vous invite à consulter le blog du Pass Culture. Je vais me permettre d'ajouter une petite précision. L'équipe est grande et notamment on travaille avec les BizDev qui n'ont pas forcément la possibilité de bloquer un rendez-vous fixe dans leur agenda toutes les semaines. Les démos sont enregistrées. Et une fois que la démo est passée, en fin de matinée, la vidéo est envoyée à la totalité de la société avec un petit résumé de tout ce qui a été déroulé durant la démo, donc qui permet aux gens aussi de faire leur feedback de façon asynchrone. Et on a souvent des réactions par email de gens qui regardent la vidéo un peu plus tard et qui nous demandent des précisions, qui font des petites remarques. Et des fois, on a des gens avec des yeux de lynx qui voient une faute d'orthographe qui est passée extrêmement subrepticement sur la vidéo. Donc, ça nous permet d'avoir des feedbacks à différents moments en fait, de l'utilisation de cette démo. Et là, on en parle comme si ça avait toujours été tout rose et tout, mais il y a eu des périodes où la démo, on a un peu perdu la force de ce rituel. Parce que pris dans des sujets, etc. Et en fait, en se reconcentrant sur ce sujet-là, en se disant non, c'est important, et mettons de l'énergie à faire des démos efficaces avec des vraies démonstrations, avec des développeurs qui présentent leur travail aussi, parce que c'était quelque chose qu'on avait un peu perdu. En fait, on a vraiment repris la force de ce truc et vraiment de ce rituel-là, et ça a vraiment une plus-value aujourd'hui. Et si aujourd'hui au Pass Culture on est 80 et qu'il y en a en moyenne 50 personnes ou 60 personnes qui se connectent, c'est que les gens ils trouvent vraiment un format qui aujourd'hui match complètement le besoin, quoi. On a une question autour des squads ou des streams. Est-ce qu'il y a des KPI ou des choses qu'on mesure est-ce que chaque squad a des KPI à optimiser? Je ne sais pas, par exemple, Chloé, est-ce que tu as une réponse à cette question? C'est une bonne question, ouais. C'est aussi en cours, donc c'est pas encore parfait, mais on essaie en fait en début de squad, donc à la fin du cadrage, avant de partir en delivery, de réfléchir justement à notre impact. Donc on peut, comme on est en prod, analyser déjà nos chiffres de navigation et se dire, OK, implémenter telle fonctionnalité, on espère que ça peut augmenter de X% le trafic ou la réservation d'une offre culturelle. Donc on essaie effectivement de se donner comme ça des métriques à suivre et de voir à la fin si le chantier a été un succès ou pas. Après, je pense qu'on pourrait le faire encore davantage pour le suivre vraiment, parce qu'on fait souvent la phase de se les donner. Et à la fin, on analyse assez rapidement finalement si ça a été fait ou pas, parce qu'on passe très vite en fait à autre chose. Mais la mécanique est en train de se mettre en place. Ouais, on a plusieurs types de KPI qu'on suit. Donc, il y a vraiment les KPI sur l'objectif fonctionnel de la squad. Donc, comme le disait Chloé, on est actuellement en train de basculer sur un système d'OKR au trimestre. Donc, en fait, on va essayer de faire en sorte que tous les chantiers fonctionnels sur lesquels on travaille soient des déclinaisons des OKR de plus haut niveau. Et si je reviens aussi sur la notion de KPI, on suit d'autres KPI qui sont des KPI au niveau du projet. Que chaque stream suit pour essayer aussi de s'améliorer. Donc, on suit la cadence, on suit le lead time moyen, on suit l'évolution du backlog de bugs et on en tire des enseignements pour savoir aussi comment est-ce qu'on doit s'améliorer sur notre façon de faire. Ouais, Frédéric, c'est moi qui ai posé cette question. En fait, je pose cette question surtout pour savoir si vous faisiez de l'A/B testing, justement pour savoir si la feature avait réussi à déplacer un bon KPI dans la bonne direction ou pas. Mais en tout cas, content de savoir que vous faites des trucs à l'accelerate. Alors du coup, clairement, il y a un comptoir sur le blog Octo où je parle d'Accelerate et on essaye de déployer cette philosophie-là sur le Pascal. Quand on est totalement dans cette idée-là et totalement dans l'idée d'une continuité autour du lean et d'une démarche d'amélioration continue. C'est vraiment ça qui drive le truc. Parce que là, on parle de KPI, mais l'idée de squad orienté d'un sujet produit, ça embarquait déjà cette notion de KPI depuis il y a un an. Et c'est un truc qui est vraiment dans l'ADN du projet, quoi. Comment vous gérez... Alors, on a deux questions sur les dépendances, soit dépendances externes avec d'autres prestataires ou d'autres applications. Peut-être que du coup, Chloé, tu peux parler des dépendances, notamment en interne autour du sujet de la data, parce qu'on a ce sujet de dépendance en interne, et puis on a des dépendances extérieures aussi, mais c'est peut-être un peu moins
pertinent sur le pass culture? Oui, bah, en termes de dépendance interne, on va essayer de tout dérisquer au moment du cadrage, enfin, en tout cas au maximum. Donc, ça veut dire que le moment où on réfléchit au périmètre d'une squad, à ce qu'elle va faire, à ses priorités, d'aller parler aux autres équipes, de partager notre périmètre pour avoir des informations, enfin des allers-retours et construire ensemble. Donc, on essaie au maximum de savoir exactement le périmètre et de l'avoir communiqué à tous avant de faire entrer la squad en delivery. Et jusqu'ici, ça fonctionnait bien. Maintenant qu'on est plus et qu'en plus on travaille tous en remote, il y a des fois, enfin, la communication est un peu moins fluide, mais on y travaille. Je ne sais pas si ça répondait à la question d'Audrey ou de Ludovic qui avait une question un peu similaire. J'ai l'impression que oui, en tout cas, si jamais ça ne répondait pas, je vous laisserai vous signaler tous les deux. Euh, Est-ce que il y avait une question de Michael, je ne sais pas si tu veux la préciser. Est-ce qu'on ne changerait pas un peu trop d'organisation finalement? Ouais, je me posais la question, je suis en train de lire Empowered de Marty Kagan, qui Ouais. conseille, alors c'est un conseil parmi d'autres, il dit si on change plus d'une fois par an, on change trop. Et c'est Mhm. quoi votre sentiment, vous, sur ce changement qui m'ont l'air assez court dans le temps? J'ai pas trop l'échelle de temps. La temporalité, c'est 2 ans. Donc effectivement, on a eu quand même, en tout cas, des changements un peu brutaux. Mais du coup, je sais pas, l'un de vous trois, est-ce que vous pensez pas qu'on change trop? En fait, on s'est quand même beaucoup adapté à la croissance de l'équipe qui était rapide. Donc, quand on a fait des changements, c'est qu'on a senti le besoin. On n'a pas des jalons, on ne se pose pas la question tous les 6 mois de changer l'organisation. C'est vraiment quand on a commencé à sentir des douleurs au sein de l'équipe, qu'on a commencé à en discuter, qu'on a commencé à s'apercevoir que on manquait d'alignement, que les rituels devenaient trop lourds, qu'en fait, il n'y avait pas assez de PO à un instant T par rapport au nombre de sujets. Ben, du coup, on a fait ces petits changements. Comme on en parlait tout à l'heure, le dernier changement a été, sans dire brutal, a été assez conséquent, puisque le mode de fonctionnement du Pass Culture est passé, du coup, du fait que c'est une SAS, un appel d'offres, on a quasiment doublé la taille de l'équipe. Là, il fallait qu'on réagisse. Si on n'avait pas eu cet événement, je pense qu'on serait resté sur le système que nous avions juste avant, qui fonctionnait bien avec l'échelle de l'équipe. En fait, c'est vraiment ça qui a trusté nos différents changements. C'est l'impression d'être arrivé à un plafond, d'être arrivé au maximum de ce que pouvait nous apporter l'organisation par rapport à la taille de l'équipe à un instant T. Et pour pas caricaturer un peu, on a vraiment pas changé parce qu'on avait envie, on a changé parce qu'on avait besoin. C'est-à-dire que du coup, sur la première, donc de la phase exploratoire zéro, évidemment, c'est la vie des débuts, c'est le début de projet, donc c'est souvent un peu comme ça. C'est très libre, ça permet d'évoluer. Après, il y a mettre de la priorisation, mettre du backlog, etc. Ça, c'est le mouvement un peu classique. Par contre, ce qui a été intéressant, on est passé de 2 équipes à des feature teams, component team à feature team, en fait, il y avait plein de signaux faibles qui disaient on est en train de perdre la force du pass qui est celle de une équipe qui communique correctement et efficacement. C'est-à-dire que du coup, il y avait des gens qui commencent à se spécialiser et qui, du coup, ça créait plein de petits signaux faibles dans la communication et qui montraient qu'il y avait un blocage et qu'on allait dans le mur si on continuait trop longtemps dans cette direction-là. Donc il a fallu se poser la question. Et à partir de là, en partant des besoins, ça fait qu'on pousse à une réorganisation qui a été progressive. Là, elle est un peu présentée forcément comme des grands jalons, mais en réalité, ça s'est fait quand même assez régulièrement et assez fluide, de manière fluide. C'est fluide. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Chloé ou Lina? Non, pour moi, tu as été très clair. Y avait-il encore des questions? Alors, il y avait une question sur le vocabulaire, parce que je crois que j'ai loupé quelques questions. Il y avait d'où venait le mot Streamline Team. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je crois que c'est toi, Chloé, qui a présenté la partie Streamline. Non, c'est Lina, je crois. Non, c'était moi. Alors, normalement, j'ai donné la définition au début, justement. Enfin, la question a été posée dans le chat avant que je le présente. Et normalement, Mhm. j'ai fait l'effort d'expliquer ce que c'était. Donc, je crois y avoir répondu. Ok, ça marche. Et sinon, le vocabulaire est aussi un peu inspiré du bouquin Team Topologies, très librement inspiré, hein. Oui, j'arrive pas à vous le montrer, c'est trop flou. Euh, Mais en tout cas, bah, c'était le message de Lina de fin de présentation, c'est de s'inspirer de ce qui se fait, de ce qui existe et de voir. Et du coup, on a un peu piqué du vocabulaire aussi. Y a-t-il d'autres questions auxquelles je ne répondrai pas? Pauline, éventuellement, est-ce que tu as vu des questions auxquelles je n'aurais pas posées? Non, je crois que c'est tout.
Je vois une question J'en sur les ops, je viens de voir ça. C'est une question de Grégoire. Est-ce que Grégoire, tu veux nous la poser? Ouais, moi c'est assez Merci. rapide hein, au final. Dans le petit schéma d'orga, j'ai vu que vous aviez une stream ops, là où avant il y avait un ops partagé différentes, euh, entre différentes squads. Donc les besoins ops ont grandi. De l'autre, j'ai vu, si je dis pas de bêtises, une stream tech et du coup, bah, toujours rapport avec Team Topo, dont vous vous êtes peut-être inspiré librement. C'est quoi la subtilité ou la différence que vous faites pour gérer justement toute la partie infra, CI/CD, enfin l'aspect plateforme justement, Hmm. qui devient essentiel, je pense, au plus on a de stream du coup. En fait, pour le coup, je pense que c'est, ouais, équipe tech, il est écrit là sur le côté en transverse, mais il n'y a pas une équipe technique en plus. En fait, c'était pour dire que les équipes techniques, c'était dans tous les streams. Donc, enfin, on pourrait enlever ce bloc finalement. Enfin, il n'y a personne là-dedans. En fait, les gens sont tous dans un stream, mais c'est des gens plutôt techniques, vu qu'on a mis le PO en haut et les UX en bas, en fait. Pour répondre au sujet Ops, en fait, la façon dont on l'a pensé, tu as parfaitement raison, on commence à avoir des problèmes de plateforme, enfin des problèmes, on a des gros sujets de plateforme et d'automatisation, et en fait, la façon dont on a pensé le stream Ops, c'est un petit peu Ops as a service. En fait, c'est une équipe qui va aider en transverse toutes les autres équipes de façon à ce que tout ce qu'on fait soit le plus fluide possible. On a comme objectif d'arriver vers de la continuous delivery, on n'y est pas encore. Et pour ça, on a bien sûr besoin de tout l'outillage qu'il nous faut, qui va bien là-dessus, avoir un harnais de test automatisé, déroulé dans les règles de l'art, des déploiements, mise en staging, mise en production qui ne soient plus un sujet. On n'y est pas encore, on y travaille. Et c'est sur tous ces sujets en transverse que nous aide l'équipe PAPS. Et là, nous, on avait un vrai enjeu aussi fonctionnel qui était une migration d'infrastructures lourdes. C'est pour ça aussi qu'il y a vraiment eu une squad dédiée pour ça. Donc du coup, c'était drivé par une KPI fonctionnelle un peu technique, c'est pour une fois, mais en tout cas une KPI qu'on voulait suivre avec une migration réussie sur une infrastructure assez différente de celle dont on partait pour prévoir les enjeux du pass futur. Donc il y a aussi cette idée, c'est qu'il y avait un début, une fin et qu'il y avait besoin d'un sujet concentré avec un début et voilà, un truc. Y a-t-il des profils coach agile, Scrum Master dans les squads ou plus généralement peut-être dans les streams aussi? Je peux répondre Nico à ça. peut-être? En fait, nous avons eu des coachs, notamment à l'arrivée de tous les différents attributaires. Comme on en parlait tout à l'heure, on est passé de une société de prestation à 5 sociétés de prestation avec des pratiques et une culture différente. Et donc, pour aider à fluidifier au démarrage, il y a eu des coachs des différentes sociétés qui étaient là pour qu'on arrive à s'aligner tous sur une façon de travailler. Aujourd'hui, ils ne sont plus là, parce qu'en fait, les coachs étaient là pour nous aider au démarrage et au fur et à mesure du temps, le besoin se faisait moins sentir, ils sont partis. Il n'y a pas de Scrum Master dans nos équipes. Le Scrum Master est un rôle que nous ne pratiquons pas beaucoup chez Octo, et globalement, cette responsabilité en fait, du suivi de l'application de la méthodologie, quelque chose qui est réparti entre les PO et entre les membres de l'équipe. On a toujours cette conviction que c'est à l'équipe de s'auto-organiser et d'être responsable en fait, de la bonne pratique des rituels agiles et de ne pas donner ce rôle à une personne spécifique. Mmh. Et toutes nos évolutions d'orga et tout sont vraiment venues de l'écoute de l'équipe au global. L'équipe au global est acteur du mode de fonctionnement qu'elle veut appliquer. Donc du coup, tout le monde est très très libre de proposer des évolutions, remonter des problèmes. On fait très attention à bien suivre nos rétros, à en faire régulièrement et même à collecter les retours en dehors des rétros parce qu'il y a moyen d'avoir des informations à ce moment-là aussi, évidemment. Et donc du coup, on essaye de faire en sorte que tout le monde soit vraiment acteur de ça. Donc finalement, ce rôle-là, il n'est pas explicitement dit, mais on y fait attention à collecter toutes les informations. Il nous reste 5 minutes sur le temps imparti. Est-ce que des questions ont émergé, des choses qui n'étaient pas très claires, des retours sur la présentation que vous aimeriez nous partager? Je sais qu'il y a un feedback, un questionnaire de satisfaction qui a été envoyé par Pauline, qu'on peut peut-être remettre une deuxième fois dans le chat. Je m'en charge maintenant. Mais sinon, on a éventuellement encore un petit peu de place pour une dernière question. Ou une question à laquelle je n'aurais pas répondu. N'hésitez pas à vous signaler.
Il me semble qu'il y avait une question, tu sais, de Nicolas Selly qui disait qu'il était en configuration dégradée et il parlait d'amélioration continue. Il s'est Oui, interrogé par rapport au pardon. fait que les squads tournent. Oui, et oui, désolé, je dis que je noterai cette question et je l'ai oublié, désolé. C'est pour ça que je la... Bah, du coup, comment on gère, comment on gère cette amélioration continue? Ben, c'est une bonne question parce qu'on c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé les questions sur les rétros. Est-ce qu'on les fait tous ensemble parce qu'on est une seule même équipe? Est-ce qu'on les fait en petite squad parce qu'il y a quand même des problématiques différentes? Du coup, pendant très longtemps, on a alterné une fois une rétro en squad et en fait, à chaque fois, on partage un peu un compte rendu. Donc, on ne donne pas tout le détail de la rétro et de comment vont les personnes, mais par contre, on partage aux autres nos actions, ce qu'on a décidé, les enseignements qu'on en a. Et c'est souvent très vite repris par d'autres squads ou détaillé ou un peu discuté. Et on a aussi des rétros un peu plus communes. Et en alternant entre ces deux rétros-là, on a le sentiment qu'on a toujours réussi à s'améliorer. Donc, soit à la fin enfin, au sein d'une petite équipe, soit en le partageant aux autres pour que tout le monde s'y mette. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Je rajouterais peut-être juste qu'à la fin de chaque squad, on fait une rétro plus globale sur comment s'est passée cette squad-là, un peu comme quelque chose qui ressemblerait peut-être à un bilan de fin de mission, mais c'est plus un bilan de fin de squad. L'idée, c'est de s'améliorer sur toutes les phases de cadrage et de delivery de nos squads. Donc, c'est un exercice qui est assez intéressant, étant donné que les membres d'une squad étaient très mouvants jusque-là. Donc, ça permettait de confronter des avis différents de personnes qui avaient travaillé sur des squads différentes et qui se retrouvent au final à travailler sur une même squad. Donc, c'est très enrichissant parce que nous, ça nous a permis également d'améliorer nos process, comment on constitue une squad, comment on démarre une squad, comment on termine une squad. Et ça nous a beaucoup aidé au début quand on a mis en place ce regard-là. Et j'ajoute aussi sur l'aspect technique, du coup, parce qu'on a parlé de l'amélioration continue sur, au sujet des orgas, au sujet de la communication, mais au sujet technique. Donc on a du coup une volonté de faire de l'amélioration continue aussi dans la partie technique en mode vraiment très continu, du coup, avec des discussions inter-équipes. On a quelques rituels sur les standards, sur des phases qu'on appelle les BOF qui permettent de partager des choses qu'on a fait récemment, qu'on aimerait que les autres personnes qui n'auraient pas vu le code s'inspirent ou challenge. Donc vraiment l'idée c'est regarde j'ai vu ce truc là où on a testé ça, on a trouvé ça vachement intéressant, n'hésitez pas à le faire si ça répond à vos problématiques. Et pour les sujets un peu plus lourds, généralement ils rentrent globalement dans des enjeux du pass, c'est-à-dire que une sujet d'amélioration continue autour de la perf, en fait on va être capable de dire on a un sujet de perf là-dessus, c'est un enjeu de croissance du pass, donc ça va permettre de dédier du temps dans la roadmap pour gérer ces cas-là. Et puis on gère un peu au fur et à mesure, mais il y a toujours des gens dans l'équipe, et côté tech aussi, qui ont des idées d'amélioration, qui les proposent, on essaie de les prioriser, on essaie d'avoir un focus commun pour gagner, pour que ce soit plus impactant à plus court terme, quoi. Tant mieux si c'était très clair. Du coup, je vous propose de conclure ce comptoir Octo sur cela. Merci d'avoir été là. Vous avez été plus de 25, je crois, à un moment. C'est top. Merci pour vos questions aussi. Tout ça sera redisponible en VOD sur notre chaîne YouTube, je crois. Alors, je ne sais pas l'échéance. Peut-être que Pauline, tu pourras me préciser à peu près quand. Normalement, si tout va bien, aujourd'hui ou demain. Bon, voilà, c'est très rapide. Les slides, pareil, seront disponibles si je ne m'abuse. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux, etc., pour suivre les prochains comptoirs. Est-ce que Pauline, tu sais quel est le prochain comptoir? Oui, tout à fait. Alors, ce sera le 6 avril et c'est un comptoir autour de la data avec des partenaires qui sont Dataiku, Snowflake et ThoughtSpot. Et le sujet, c'est comment passer des données brutes à la monétisation d'informations. Et du coup, je vous mets le lien pour vous inscrire dans le chat. Ok, et n'hésitez pas du coup à consulter les vidéos des sujets précédents. Avant, on avait parlé du coup du produit sur le Pass Culture, c'était la semaine dernière. Et la semaine d'avant, je crois qu'on parlait de cloud souverain avec, je suppose, Myriam, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, tout est disponible en VOD sur notre chaîne YouTube, Octo Technologies, j'imagine. Merci à tous. On peut éventuellement, Pauline, si tu veux, on peut mettre une petite musique de fin pour se quitter dans la bonne ambiance et aller chercher un café et profiter de notre reste de journée. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Et Merci bonne à tous. journée.